un peu grippée, je suis heureuse de vous retrouver comme chaque dimanche soir dans la Libre Antenne qui vous accueille pendant 2 heures de direct au 39 21. Allez, on parle de vous, souvent de vos épreuves et surtout de ce que vous éprouvez. Nos difficultés de vivre, nos névroses, pour employer un langage de psy, occupent quantité d'énergie. Nous en libérer ramène de l'énergie. Nous avons à comprendre que nous avons des manques, des limites, mais aussi des capacités. Il nous appartient d'accepter que nous avons des limites et réaliser que nous avons souvent bien plus de capacités que nous ne le croyons. L'observation et la mise à distance de ces aversions, l'acceptation de la vie telle qu'elle se présente, la capacité au renoncement aussi nous entraîne plus avant sur le chemin de la vie. Il y a à comprendre que nos épreuves nous montrent un chemin, qu'elles nous invitent à tourner notre regard non pas sur l'extérieur mais sur l'intérieur de nous-mêmes, à apprendre à voir et accepter nos angoisses. Alors elles ne nous effraieront plus et nous pourrons envisager de les mettre à notre disposition. Ici, dans la Libre Antenne, on s'écoute et on se regarde de l'intérieur. Quentin et Sonia sont là pour recevoir avec bienveillance vos appels au 39 21 et c'est Andreas Papazian qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi apporter vos commentaires à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit et dialoguer avec nous par mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels et je compte sur vous au 39 21. Sophie Peters sur Europe 1. Bonsoir Faustine. Bonsoir Sophie. Bon, vous êtes enrhumée, moi j'ai un petit chat dans la gorge depuis que je sais que vous allez me rappeler. Voilà. Bon, je vais droit au but alors. Oui, on y va. Bon. Voilà, alors j'ai 71 ans. Je suis veuve, ça a été un petit peu difficile depuis une dizaine d'années, mais j'ai réussi à tourner la page en fait. Et je me suis décidée il y a 2 ou 3 mois à passer une annonce sur un site de rencontre pour en ouvrir une autre différente. Et j'espérais en fait, mon annonce, enfin mon profil comme on dit, c'était de trouver un homme de mon âge, qui soit en recherche comme moi d'une relation amicale, en fait, pas une relation amoureuse, mais une relation amicale, je bafouille, complice. Oui, qui l'amour s'empêche pas, comme on dit. Pourquoi pas mais ça peut, non, ça mais peut je suis venir. d'accord. Oui, c'est voilà, ça. après, oui. pour moi, ça c'était pas impossible, mais je après. comprends. Or, tout donc moi, ça aurait été pour partager des sorties, des voyages qu'on fait seul, puis qu'on finit par plus du tout faire en solo, quoi, parce que c'est pas drôle du tout. Et en fait, j'ai eu des réponses à beaucoup, mais uniquement, voilà, crac-crac dès le départ, c'est ça ou rien, enfin... ah oui, à ce point-là, enfin, c'est ce qu'on vous répondait. À chaque fois, toutes les réponses, Faustine ? Oui, enfin bon, d'une manière plus ou moins indirecte. Mais en fait, on me disait, enfin sous-entendu, mais ma pauvre dame, c'est... Vous rêvez, quoi. Ah oui, dit comme ça, quoi. Il n'y en avait pas qui sortaient là, parce que là, vous me dites toutes les réponses, vraiment toutes. Ah oui. Parce qu'en même temps... Avec plus ou moins de finesse, bien sûr. Hein. Il y a des gens qui savent quand même parler avec un petit peu de finesse, mais ils n'entendaient pas du tout de cette oreille, en fait. Non. Voilà. Alors, je voulais savoir, parce que j'ai cherché des sites, mais ça n'existe pas, les sites. Il y a OVS, on va sortir. Comment ? OVS, on va sortir. OVS. Ah bon ? Qui s'appelle On va sortir, avec des... Ah oui, j'ai pas essayé. J'en ai essayé 4. Et ça, c'est un site qui est réuni pour des sorties amicales, justement. Autour de thèmes, autour des jeux de société, des balades, enfin, il y a toutes sortes d'activités. Mais vous croyez qu'il y a des personnes, des septuagénaires ? Ah, il y a tous les âges. Non, il y a tous les âges, mais des septuagénaires, j'en vois pas beaucoup quand je... Oui. Ah, sur OVS, il y a tous les âges, oui. Et également des septuagénaires, comme vous dites, Faustine. Ah bon ? Bon, écoutez. Ce qu'il y a, c'est que, alors, je sais pas sur votre
voyez votre profil, parce que vous voyez, quand on écoute cette émission, vous avez quand même aussi pas mal de témoignages de la part d'hommes qui disent comme vous, vouloir dans vos âges rencontrer, comme encore hier soir. Oui, j'ai entendu Marcel. Voilà, vous avez entendu Marcel, et voilà, Marcel n'est pas une exception. Il y a donc, et c'est pour ça que je suis toujours un peu embêtée avec les généralités quand je vous demande toutes. Alors, est-ce qu'il y a une façon de converser où vous cliquez sur des profils où les gens cliquent? Alors, vous ne savez pas. Clique jamais. Je ne clique jamais. D'accord. J'attends qu'on clique sur le mien. Ouais. Moi, je suis de la vieille école. Ouais. Voilà. Et en fait, non. Enfin bon, je vous le redis, plus ou moins crûment. Bon, il y a des petits jeunes, bien sûr, qui cherchent des cougars, mais là, il suffit de faire une petite croix et même sans répondre, la conversation passe aux oubliettes. Non. Ceux qui m'écrivent, enfin qui écrivent sur le site, non, ils... Oui. Non. Alors, ils disent que je trouverai jamais, quoi. Enfin, que je rêve. Il y a Montauban qui parle d'un site qui s'appelle Quintonic. Quintonic. Je ne connais pas. Quintonic. Quintonic. C'est pour les quinquagénaires. À partir d'eux, c'est ce qu'on comprend. Ah, d'accord. Et Yvan qui dit on va sortir, OVS, c'est très bien aussi pour une amitié. Yvan confirme. Et Faustine, vous avez sinon dans votre ville ou là où vous habitez des activités associatives ou... Non. Enfin, disons que j'ai essayé, mais non. Ça vous tente pas parce que vous y connaissez tout le monde ou il n'y a pas d'activité qui vous intéresse? Non, j'ai pas d'activité qui m'intéresse. Bon, je fais des randonnées, oui, ça, des choses comme ça, de la marche. Mais... Toute seule ou avec d'autres? Alors, maintenant, c'est devenu toute seule. Oui. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de messieurs dans les randonnées. Pourquoi vous dites c'est devenu toute seule? Parce que... Parce que Vous étiez mieux ainsi? Non, moi j'aime beaucoup la compagnie, mais je sais pas. Oui. Disons que je vais me replier petit à petit parce que je suis un petit peu désespérée. Oui, j'entends ça, c'est pour ça. Oui, non, mais un peu découragée plutôt. Découragée, voilà. Oui, voilà, et que vous dites à quoi bon, quoi, autant rester toute seule. Ouais. Finalement. Oui, parce que bon... Tout ça vous paraît un peu compliqué, un peu encombrant, j'ai l'impression. Très compliqué. Oui, très compliqué, très encombrant. Et je trouve dommage, justement, de pouvoir avoir la possibilité de faire ce que je veux, quoi, puisque j'ai pas de problème d'intendance, et de pas pouvoir le faire, parce que tout seul, c'est pas drôle. Ouais. Aller au restaurant avec une chaise vide en face, c'est pas drôle. Non, bien sûr que c'est pas très drôle. Voilà. Oui, bien sûr. Mais en même temps, peut-être aussi, et vous le soulignez, d'une petite tendance, on va dire, au repli, peut-être effectivement par découragement et d'habitude aussi. Les habitudes se prennent vite, d'être seule. C'est-à-dire que je me décourage depuis 2 ou 3 mois, là, depuis que je suis sur ce site. Ah, alors peut-être aussi que vous voyez, ça vous renvoie à quelque chose où vous vous sentez juste pas à l'aise, c'est pas vous, tout simplement? Ah voilà. Il faut peut-être. Ça, c'est vraiment pas moi, oui. Alors il faut peut-être lâcher. Vous voyez, ça vient peut-être provoquer chez vous, quelque chose d'un peu désagréable. Vous dites non, et du coup à chaque fois que vous vous connectez, vous n'êtes pas bien dans l'ambiance, quoi. Voilà, un peu je comme suis sur la défensive peut-être. Oui. Voilà, donc lâchez, Faustine. Il faut effectivement que vous aujourd'hui, la planète Internet est vaste, où vous vous renseignez, vous savez peut-être dans votre ville ou s'il y a un centre, une médiathèque qui répertorie un peu tous les sites. Vous faites sur Google, pas site de rencontre, mais sortie amicale. Enfin, vous voyez, par des moteurs de recherche. Ah oui. Je l'ai fait. Oui, je l'ai fait parce que je sais pianoter sur Internet. Oui, je l'ai fait, mais justement, ce sont des jeunes quand même. Et c'est le maximum, c'est 60 ans. Enfin, j'en ai visité pas mal. Et je me suis pas inscrite. Je me suis inscrite que sur un, qui était le plus facile en fait, le plus que je nommerai pas, mais parce que tous ceux qui m'ont inscrit, s'ils écoutent votre émission. Oui. Vous le parlez sur l'émission? Oui, ils me reconnaîtront, donc je vais pas le d'accord. dire. Mais alors, non. Ce que dit Yvan aussi, et c'est très juste, et c'est important de le souligner, construire une amitié, ça prend aussi du temps. Oui, mais justement, moi j'aime bien aller au concert, j'aime bien aller au théâtre, j'aime bien l'opéra, j'aime
à partir du moment où on rencontre quelqu'un qui aime les mêmes choses, je pense que petit à petit, alors, on peut avoir une complicité ou pas. Oui, bien sûr, ou pas. Mais Manu et Fan posent la même question. Pourquoi pas une amie, des copines? Pourquoi pas au féminin? Je sais pas. Je sais pas, non. Oui, parce que d'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure, avant, oui, je marchais. Alors, on comprend que vous marchiez il y avait avec des amis, femmes. Voilà, oui, mais et que maintenant... disons que avec les femmes, je trouve que c'est un petit peu compliqué. Avec les hommes, c'est plus, plus franc, plus. J'ai toujours travaillé avec des hommes. Ça vient peut-être de là. Oui. Je sais pas. Enfin, il y a pas de petite mesquinerie. Il y a pas. Ah, vous vous sentez pas trop bien donc avec des copines. Je vais jamais dans ces directions-là. Voilà, j'aime pas dire du mal des autres. Je sais pas. Ouais. Et vous allez me dire que je généralise, mais quand vous faites une randonnée et que pendant toute la randonnée vous entendez les mêmes choses, c'est. Oui. Vous êtes un petit peu obligé quand même de généraliser. Pourquoi obligé de généraliser? C'est pas parce si vous entendez toujours les mêmes conversations. Les mêmes conversations de personnes différentes, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, il faut toujours quelqu'un qui dise ceci sur ce... Enfin bon, bref. Mais c'est l'expérience que vous en avez. Oui, c'est l'expérience que vous en avez. Voilà. Alors, il faut multiplier d'autres expériences pour pas rester sur une conviction comme la vôtre qui vous isole. Parce qu'à force de vous forger cette conviction, avec la crainte que vous allez avoir à chaque fois de vous dire ça va être pareil. C'est jamais vraiment pareil. Tout à fait. Fanny dit qu'Intonique est effectivement un site qui propose beaucoup de sorties rando, cinéma, resto, et s'y lie de belles amitiés, dit Fanny. Et d'ailleurs, Yvan ajoute la différence d'âge n'a pas d'importance d'ailleurs en amitié, ce qui est juste. Ouais, très juste. Oui, sauf qu'avec l'acquis des années, justement, je sais pas, c'est... Mais vous pourriez tout à fait, Faustine, rencontrer une femme de, 50, 60 ans, divorcée, un peu en panne sentimentale, ravie de croiser votre route, que vous soyez tonique, de marcher ensemble, d'échanger, c'est passionnant, d'échanger en n'ayant justement pas le même âge. Peut-être que c'est ça qui vous changerait des mêmes conversations, comme vous dites. Voyez, ouvrez un peu le spectre, parce que c'est comme ça que vous allez... Là, vous dites, j'aimerais un compagnon homme, etc. Ok, très bien. Mais pas un compagnon, en fait. Moi, un ami. Voilà, un ami. Oui, mais ça peut être une amie d'un âge... Soi. Oui, bien sûr. Mais ça peut être un ou une d'un âge différent. Alors... Oui. En plus, j'habite Bordeaux, donc j'ai la région est sublime. Tout sur place. Oui, avec une région extraordinaire. Ah oui. Oui, pour les balades. Et c'est pour ça, je me vois plus aller à l'opéra toute seule, quoi. Que quand c'est prenant, on a envie d'en parler, on a envie de partager. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Quand on sort d'un cinéma, ça peut être très sympa d'aller au cinéma tout seul, mais c'est vrai que de pouvoir, de pouvoir en parler, ou même d'être assis l'un à côté de l'autre et de vibrer, de sentir l'autre qui vibre aux mêmes choses ou à des choses différentes et d'en parler. Tout à fait. Vous avez raison. Alors c'est pour ça, habiter une ville où on vous offre tout, enfin où on vous propose tout et pas en profiter, je trouve dommage. Voilà, bon. Ouais. Donc je me suis dit, je vais appeler Libre Antenne. Oui, et alors voilà, on vous conseille Quintonique. Il y a Fabienne qui dit, moi j'ai 66 ans, je fais des sorties avec des amis, et la plupart des participants entre 60 et 70. Oui. Voilà, et donc peut-être d'autres auditeurs, un autre auditeur dit oui, sortir un peu de vos idées reçues peut-être et d'explorer d'autres choses, parce que sinon vous allez par crainte d'ailleurs, on sent que c'est pas tant des idées reçues qu'une crainte, juste une crainte d'être déçu chez vous. On sent que vous craignez d'être déçu. Absolument. Absolument. Bon. Oui. Donc mais faut insister parce que si vous craignez d'être déçu, vous allez vous renfermer en vous plaignant et en étant encore plus triste et découragé. Non, je me plains pas. Non, mais en étant découragé en tout cas, voilà. Et je ne m'ennuie pas en fait. J'ai toujours quelque chose à faire, mais on sent qu'il y a une petite tristesse qui s'installe. Non, je suis un petit peu déçue d'avoir eu ces réponses, quoi. C'est affolant. Mais changez.
Si ça convient pas, vous changez. Donc vous avez bien fait d'appeler. Là, il y a des auditeurs qui vous ont indiqué OVS et Quintonique. Oui, je l'ai marqué sur un petit bout de papier. Oui. Voilà. D'ailleurs, il y a région Bordeaux. Voilà, c'est confirmé qu'il y en a un dans votre région. Bon, écoutez, très bien. Donc faites de belles rencontres, Faustine. En tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Et ne vous découragez pas. Mais ça m'a fait du bien d'en parler. Oui, voilà. Et il n'y a rien de pire que de se décourager, parce qu'après on rumine. Ah, c'est trop bête. Ah non, j'affronte. Non, mais on comprend que vous ayez été un peu blessé par ces réponses. Lâchez l'affaire, comme on dit. Blessé, non, c'est étonné. Ouais. Étonné de pas... Je sais pas, enfin bon. C'est vrai que sur les sites de rencontres, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à meubler leur solitude et à fonder un couple, en fait. Oui. Et moi, je suis un petit peu comme un ovni sur ces sites-là. Oui, alors justement, vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà. Oui, parce que vous cherchez à sortir. Il y a plein de sites pour faire des sorties. Vous cherchez pas un compagnon. Donc effectivement, vous êtes l'ovni sur le site, oui. Un compagnon de sortie, si. Oui, mais c'est autre chose. C'est pas la rencontre. Vous êtes sur des sites de rencontres, Faustine. Oui. Donc de rencontres amoureuses, de rencontres sentimentales. Et c'est pas ça que vous cherchez. Non, pas du tout. Donc ça peut venir. Alors c'est comme si vous me disiez, je cherche une voiture dans un supermarché. Je suis très déçue parce qu'il y en a pas, quoi. C'est sûr la parce comparaison n'est pas mauvaise. C'est sûr, il faudrait mieux aller chez le concessionnaire. Ce sera plus pratique. Bon, écoutez, j'ai noté OVS, Quintonique, et puis je penserai à vous alors. Voilà. Bonne chance à vous, Faustine. Faites de belles rencontres. Alors non, de belles amitiés, je vous souhaite, et pas de rencontres. Merci beaucoup, Sophie. Au revoir, Faustine. Bonne soirée. Europe 1, Sophie Peters. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. Sophie Peters sur Europe 1, 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir Dominique. Oui, bonsoir Sophie. Voilà, je fais appel à vous, Sophie, parce que je suis pas contente du tout. J'ai une fille de 29 ans, enfin j'ai 2 enfants, mais il me reste 7 filles, 29 ans. Je suis pas contente du tout avec elle parce que elle a fêté ses 29 ans-là. Elle n'a rien construit. Elle ne fait rien. Enfin, elle ne fait rien. Elle travaille à mi-temps. Ou je dis, elle n'a rien fait. Tandis que son frère faisait des études et tout, passait son temps à étudier et tout. Elle a passé son temps. Elle m'a quitté à 17 ans et demi. Elle a passé son temps à s'amuser. Elle est revenue vers 22 ans parce que c'est en quelques mots, pour vous expliquer un peu. Bon, elle a eu une adolescence très tumultueuse. Comme on dit, elle a explosé à l'adolescence. Très très tranquille à l'école, l'enfance et tout, une enfance sage et tout. J'étais très très contente. C'était une merveille cet enfant-là. Je me disais toujours, mais elle a tout pour elle. Et puis à l'adolescence, ça a été terrible. Tout ce qu'elle ne m'a pas fait vivre dans la jeunesse, à l'adolescence, ça a été terrible. C'est-à-dire, et à 24 ans, je suis sortie un peu de l'enfer. Elle m'a fait vivre 9 ans. J'appelle ça un enfer. Bon, voilà. C'est vous qui la financiez, Dominique, ou son papa, ou vous deux? Non, elle n'a pas de père, comme son frère. Ils n'ont pas été reconnus. Il n'a jamais donné 10 centimes. Il s'en est pas intéressé. Ils connaissent leur père, mais c'est-à-dire, c'est moi tout derrière. Seulement, qu'est-ce que vous voulez? Je ne faisais que de travailler. J'avais un travail à responsabilité et tout. J'étais constamment à mon travail. Par exemple, quand elle avait 4 ans, j'avais trouvé un logement à côté de mon travail et
Et dès qu'il y avait un problème, 4 ans ou 5 ans ou 6 ans, je sais pas, j'ai oublié, bon, ben, il venait me trouver sur mon lieu de travail. C'est vrai qu'elle était toujours toute seule, avec son frère. Bon, voilà, mais enfin, voilà. Après, à 17 ans et demi, elle m'a quittée. À 6 mois, je me suis dit, bon, je peux rien faire. Elle a été faire sa vie. Puis, elle est revenue vers 22 ans. Quand je dis faire sa vie, c'est-à-dire, elle n'était pas en France, hein, elle était à l'étranger. Et vous aviez plus de contact de 17 à 22 ans? Oui. Ah non, le fil n'a jamais été coupé. D'accord. Je veux dire régulièrement, parce que c'est moi qui payais le portable, et elle avait les clés d'un logement où elle peut revenir. Non, il n'y a jamais eu une interrogation. Dominique, vous lui avez demandé en tant que mère de faire des études ou pas? Mais bien sûr. Oui. Attendez, son frère a fait des études, pourquoi elle en a pas fait? Non, elle m'a quittée à 17 ans et demi. Elle était mineure donc quand elle est partie? Ben oui, à 17 ans et demi, mais il restait 6 mois pour à majeur, j'ai pu rien faire. Elle vivait avec une personne de 40 ans ou 45 ans qui était d'un autre milieu que le mien. Donc à 17 ans et demi, elle vous écoutait plus? Ah non, mais parce que j'avais rien vu, c'est-à-dire moi j'étais constamment dans mon travail, déjà en seconde, c'était en seconde, oui. J'avais bien vu qu'elle avait décroché, c'est-à-dire parce que je l'avais changée 2-3 fois d'école privée, hein. Elle n'était pas en public, où elle s'est fait virer, mais parce ça a commencé dans le bédo, j'ai rien vu. Bon, après les sorties, enfin elle m'a fait... Après, ça a été la cocaïne, l'alcool, et puis elle a eu une période où ça a été carrément, comment on dit, la cocaïne complètement à fond, comme on dit. Oui, la dépendance, l'addiction, voilà, c'est ça. Et quoi, elle a fait une cure de désintoxication? Non, alors regardez, bon, nous on s'en est pas rendu compte, pour moi et son frère, pourtant son frère il avait que 6 ans de différence, il a pas vu, mais ça nous on le savait pas, la cocaïne, on l'a su qu'après à 20 ans. Il avait 6 ans de plus? Oui, ils ont 6 ans de plus. C'est pas mal, lui il a rien vu, il était dans son monde, il a rien vu, alors moi... c'est un peu normal, hein, et moi, n'en parlons pas, je connais rien du tout. Bon, Dominique, est-ce que vous pouvez... 22... Dominique, je vous arrête juste, est-ce que vous pouvez parler un peu moins près de votre téléphone? Parce que ça, voilà, sinon ça fait comme un écho en radio. Comme voilà. ça, c'est bien. Oui, comme ça, c'est mieux. Et alors, pour vous dire, elle s'en est sortie là maintenant. Elle s'en est sortie vers 24 ans. Ah oui, vers 24 ans et demi. Bon, pour ça, c'était en quelques mots pour vous dire son adolescence tumultueuse. Oui. Bon, quand elle est revenue à 22 ans, parce qu'elle a tout son, comme on dit, son carnet d'adresses, il a bien fallu qu'elle revienne, et il y a plus, parce qu'on, comment dire le mot, enfin, quand elle était adolescente, c'est une vraie tarée, quoi. On peut pas la maîtriser. On peut pas. Elle a un caractère très fort. Oui. Elle était en souffrance, donc vous êtes en train de dire. L'errance et tout, puis veut pas écouter. Enfin bon, on peut rien faire. Et quand je veux demander de l'aide, non, elle est majeure, elle n'a pas de problème avec la justice, on peut rien faire. Bon, mais n'oublions pas, entre parenthèses, que quand je mettais la main dessus, quand elle revenait à l'appartement, que je mettais la main dessus et que je voyais son état vraiment et tout, je l'ai fait interner 7 fois. Hein. C'est pas une fois, hein. Je l'ai fait interner 7 fois. Et donc elle a été diagnostiquée, soignée? Non, elle n'a jamais été diagnostiquée, parce qu'à chaque fois qu'il l'internait 15 jours, et moi je vais vous dire maintenant, je lui ai sauvé la vie à cet enfant. Parce que quand je lui faisais des pouces comme ça, faut voir. Et puis vers la 5e fois, parce qu'après, au début ça a été très très difficile de la faire. Moi je me souviens une fois, j'ai été à Sainte-Anne avec elle, et il y avait un jeune interne qui me dit, je lui dis mais c'est très très dur de la faire interner. Il m'a dit mais comment vous y êtes arrivé là? Eh ben il m'a dit madame, il m'a dit vous continuez par tous les moyens que vous pouvez faire, parce que c'est très difficile à 20 ans d'admettre qu'on a un problème, et à chaque fois que vous verrez qu'elle est dans des états limites, elle va comprendre petit à petit qu'elle a un problème. Voilà. Et il m'a dit, il faut vraiment, et c'est vrai que je l'avais écouté, et je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit, à l'intérieur d'elle, elle n'a pas de stop. Je me rappellerai toujours, il a dit ça. Mais on n'a posé aucun mot ou quoi que ce soit. Puis bon, moi, c'était le début du parcours, je comprends rien. Moi, j'ai l'impression qu'elle est bipolaire. Mais bon, elle... mettez pas un diagnostic s'il n'y en a pas eu un. Non, il n'y en a pas, voilà. Mais moi, c'est moi qui dis. Mais justement, évitez d'en mettre un. Pour une fois qu'il n'y en a pas, tant mieux. Et alors là, pour vous dire, l'enfermons pas plus. Vers
23 ans. Vous savez que c'est parce que je payais le portable. Quand elle était dans état limite, bon, elle m'appelait ou elle revenait. Enfin bon, voilà. Et puis, donc voilà, à 24 ans et demi, moi, il arrivait 25 ans, j'étais épuisée. Puis une fois, je lui avais dit, bon, écoute, bientôt tu vas arriver à 25 ans. J'ai dit, moi, je lui disais, écoute, stop. Ça suffit que je sois là pour derrière. Non. À 25 ans, je lui avais posé une limite. Je lui dis là, je m'en fiche après. Bon, et puis vers 24 ans, elle a voulu s'en sortir. Oui, c'est elle-même. Hein, elle a voulu s'en sortir et tout. Je crois qu'elle a fait une cure ou je sais pas. Elle n'a pas été. Je me rappelle plus. C'est tellement loin. Enfin, c'est tellement loin c'est et pas non si loin puisqu'elle a 29 ans. Ça y est, je sais comment déjà elle s'en est sortie. Ça y est, je me rappelle hier soir par ce médicament que j'ai tout fait des pieds et des mains quand j'ai su qu'il sortait ce médicament-là. Enfin, il était déjà sorti. Vous savez, ce médicament contre l'alcool. Parce que j'ai dit déjà, la première des choses pour elle, il faut régler l'alcool. Ouais. Et bon, ça a été très long et c'est vrai que ce médicament a marché sur elle. Et puis, une fois qu'on a réglé un peu ça a été moins... voilà. Mais ça a été un parcours pour l'emmener la première visite. Et puis après, elle-même, elle a voulu s'en sortir. Et puis après, elle est partie dans un autre endroit où personne, ses amis ne la connaissent pas parce qu'à chaque fois, ils la faisaient rechuter. Elle est partie 8 mois et tout. Elle revenait me voir le week-end. Voilà. Et elle repartait au fin fond pour qu'on la retrouve pas. Donc c'est elle-même, hein, chez un ami, à elle et tout. Bon, qu'elle a voulu vraiment. Après, il y a eu des petites rechutes, mais ça n'a jamais été comme ce que j'ai connu. Jamais. Donc il y a une amélioration, vous êtes en train de dire. Oui. Elle est courageuse, votre fille. Oui, ça n'a rien à voir comme avant. Vous savez, avant... Non, mais c'est important quand même. Je vous arrête 2 minutes parce que je vous sens encore très très en colère contre elle. Alors c'est une enfant... je suis en colère. Oui, mais attendez, laissez-moi vous parler 2 minutes, Dominique. Parce que souvent quand on est en colère, on n'écoute pas. Vous racontez quand même une jeune fille qui est en grande souffrance. Elle se serait pas mise dans tous ces états-là si elle n'était pas en grande souffrance. Et d'une jeune fille très courageuse, quand vous dites elle fait rien, elle me désespère, ben voilà une jeune fille qui se prend en charge, qui se désintoxique, qui prend les médicaments, qui fait du chemin. Alors oui, ben à 29 ans, elle est encore bien abîmée des 10 années, 12 années qu'elle vient de passer, peut-être même pire. Donc il faut lui laisser du temps et puis peut-être lui donner beaucoup d'amour, Dominique, et de compréhension. Parce que là, votre colère pour la pousser, j'entends que vous souhaitez la pousser, mais elle sait, elle vous montre qu'elle sait quand il faut, elle sait faire. Lâchez votre colère et remplacer peut-être cette colère par un peu plus d'acceptation. Voilà, oui. Mais attendez, ça fait déjà 5 ans, je suis patiente quand même. Non, mais 29, ça fait 4 ans. Mais de patiente de quoi, puisque vous me dites elle a avancé? Oui, c'est vrai qu'elle a avancé, honnêtement. On est sorti du chaos, comme on dit, avec elle. C'est drôlement important, ça. Et puis, oui, c'est vrai que, mais enfin, c'est long quand même. Je savais 3 ans qu'elle était confrontée au vide et tout. Mais attends, avant, et c'est normal alors qu'elle a rien construit. Elle a pas de métier, elle a pas fait d'études. Elle a pas pu, Dominique, elle a rien pu construire dans son état. Dites-vous que vous avez une jeune fille de 29 ans qui repart, qui a un KA, un peu de nulle part et un peu de zéro, avec plein de blessures partout, beaucoup de tendresse, d'amour, d'indulgence, de compréhension. Vous êtes là pour elle, pas pour faire à sa place. Elle fait les choses, mais pas non plus pour la houspiller, parce que votre colère, elle est, la colère, c'est de l'impuissance, hein. La colère, Dominique. Par exemple, regardez ce qui s'est passé vendredi. Pourquoi je suis un peu en colère? Parce que bon, elle travaille. Parlez moins fort, parlez moins près, parce que ça fait un écho. Par exemple, elle travaille à mi-temps, donc elle ramène que 1 000 euros parce qu'elle travaille de 2 heures à 19h30. Bon, elle vient manger le midi ici. Et après, elle part, elle se dépêche vite, elle part à son travail. Et là, elle me prévient pas, je suis dans tous mes états, parce que je me suis rappelé qu'elle m'avait dit il y a une semaine, tiens, je vais ressortir. Bon, elle ressort régulièrement, elle me le dit pas, mais je me rappelle qu'elle me l'avait confié et qu'elle fait toujours la même chose. Bon, elle remet 3 jours à se remettre parce qu'une fois elle m'a confié et elle regrette que elle sait pas rentrer, elle sait pas rentrer.
Ouais. Elle sait pas rentrer, elle s'en veut, elle continue. Moi, je lui ai dit, dans ton cas, quelqu'un qui a été dépendante comme ça avec l'alcool, il faut plus boire du tout. Elle dit, c'est impossible, impossible, impossible. Bon, ça c'est elle. Et donc voilà, elle met plusieurs jours à s'en remettre. Elle a un caractère difficile. Mais soutenez-la, Dominique, stop. Au Oui. lieu de la juger, parce que là, vous êtes beaucoup dans le jugement. Elle Je est sais, ceci, bah oui. elle est cela. Ah, si vous pouviez transformer tout ce jugement en beaucoup plus de compréhension, je vous dis pas de dire amen à tout ce qu'elle fait, c'est pas ça, l'acceptation. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Mais là, c'est vrai que, enfin, en termes éducatifs, vous pensez que vous allez créer un sursaut chez elle. Elle a besoin d'être soutenue. Elle rame, quoi. Elle rame, votre fille. Elle rame et elle en peut plus de ramer. Et en plus, elle est touchante. Elle vous dit, je suis un peu nulle. Je replonge par moments. Soutenez-la. Jouez au coach. Dites-lui, oui, c'est dur, mais regarde de quoi t'as été capable. Tu vas t'en sortir. C'est de la saloperie. D'accord, je fais le Tiens contraire. bon. Ouais, tiens bon, je suis fière de toi, vas-y ma grande. Et puis, dites ce que vous venez de me dire, j'ai pas toujours été là pour toi et je travaillais énormément et je me suis peut-être pas toujours rendu compte, t'avais peut-être plus besoin. Bon, le passé c'est le passé, mais maintenant elle est là, elle est avec vous, elle revient un peu toute cabossée là de son errance de jeune adolescente. Accueillez-la entre femmes, quoi. Et puis dites-lui, viens ma grande, on va se battre. Vous êtes en colère. Très bien, Dominique. Faites-en quelque chose de votre colère. Battez-vous ensemble. Vous voyez votre énergie, là, de colère. Très bien, ok, mais prenez pas cette colère pour de l'impuissance envers elle. Ouvrez les bras à votre fille et dites-lui, ok, t'en as pris des coups et tu tiens bon. Et enlevez, s'il vous plaît, tout diagnostic. Elle n'a pas été diagnostiquée, votre fille n'est pas folle. Elle a fait des épisodes de rupture dans sa vie, sous alcool, sous drogue, donc ça crée des états limites. Oui, ok, elle a été internée, mais elle ne l'enfermez pas, je vous en supplie, dans un diagnostic. Elle va repartir. On sent une jeune fille qui en a des capacités. Oui, elle travaille, vous voyez, elle travaille. Comme dit Christelle, elle peut travailler, c'est déjà bien, elle fera son chemin. Faites-lui confiance pour du positif, oui, dit Christelle. Et vous allez récolter ce que vous semez, Dominique. Si vous semez ça de votre énergie, mais gardez-la après tout. Pourquoi pas là l'espèce de colère de battante, mais mettez-la à son service et pas contre elle. Voyez ? Ah ouais. Transformez-la. D'accord. Ah oui, je comprends parce que je risque. Oui, je le sentais de toute façon. Je le sentais. Ouais. Elle va se dire, si maman pense que je suis pas capable et que j'y arrive pas, elle va replonger dans l'alcool, elle va replonger dans les drogues. Elle a vraiment besoin de vous et peut-être que là vous travaillez un peu moins maintenant. Et c'est tant mieux. Je travaille toujours autant. Oui, un peu moins, mais j'ai un peu plus de temps, oui. Ok, super. Donc si vous êtes un peu disponible là pour elle, montrez-lui une mère qui est là, qui la soutient, qui est fière de tout ce qu'elle accomplit là. C'est vrai que je suis jamais disponible et puis on vient de passer un grand malheur, c'est-à-dire on a perdu son frère. Ah, son frère vient de... Oui, d'un cancer. J'arrive pas à m'en remettre. Oh, mais Dominique... Alors, c'est pour ça que je suis impatiente avec elle. Ah oui, vous voyez, vous venez de me parler de votre fille pendant... Je sais, mais je vais pas vous parler de mon fils. Non, je comprends, mais quand ? C'était quand, ça ? Il est parti le mois de juin. 2 ans et demi qu'on s'est battus. Au mois de juin. Lui, j'étais tellement fière de lui. Ah, lui, j'étais tellement fière et ma fille, je suis pas fière. Oui, et ma fille... Il a fait des grandes études, tout. Dominique, prenez ça. Voyez là, il vous reste une fille qui a énormément besoin de vous. Et essayez de pouvoir être aussi fière de votre fille que vous l'avez été de votre fils. Parce que là, votre fille, elle doit se sentir drôlement investie de ça aussi. C'est peut-être ça aussi qui la mobilise vis-à-vis de vous. Et ne les... Vous voyez, vous les comparez. Lui, j'étais tellement fière et elle est ratée. Parce que je me disais... Elle n'est pas ratée, votre fille, c'est la vôtre. Alors vous en auriez raté un et réussi l'autre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, je sais. Et puis, vous savez, je vais faire un travail sur moi-même parce que je me dis... Parce que, regardez, je sais que j'ai honte de penser ça dans ma tête. Oui. En me disant... Elle cherchait à se détruire et tout. Elle voulait pas vivre. Et c'est l'autre qui meurt.
Oui, je me dis pourquoi. Vous voyez, c'est une tragédie grecque, votre qui avait histoire. toutes les qualités à mes yeux. Mais parce que, justement, parce que votre fille, elle pensait peut-être qu'elle avait pas toutes ces qualités qu'avait son frère et qu'elle avait plus qu'à se détruire parce qu'elle n'était pas comme son frère et comme aurait voulu que sa mère, elle n'était pas comme vous auriez voulu qu'elle soit, voilà. Et du coup, pour elle, elle a préféré se détruire. Sauf qu'aujourd'hui, la vie est cruelle là, avec vous, parce qu'elle vous dit, celui qui avait tout réussi, il est détruit, et celle qui cherchait à se détruire, elle est vaillante. Qu'est-ce que vous allez faire, Dominique? Vous allez choisir le parti de la vie, là? C'est le parti de la vie qu'on vous propose. C'est quoi le parti de la vie? Oui, votre fille qui est là, qui se bat, qui est vivante, et qui est pas telle que vous auriez aimé qu'elle soit, et justement, vous allez apprendre avec elle à grandir, à accepter que oui, elle n'est pas complètement comme vous vouliez, mais c'est une fille formidable. Vous allez apprendre à l'aimer, votre fille. Ouais. C'est ça que vous allez faire. Oui. Et vous le sentez, vous êtes très touchante d'ailleurs quand vous dites oui. Je sais, c'est pas terrible tout ce que je pense et j'ai un peu honte. Vous voyez, je vous trouve courageuse de dire ça. Et vraiment très touchante. Et ce que je vous dis là, je vois bien que vous comprenez bien ce que je vous dis. Ouais. Et que dans cette terrible tragédie que vous vivez, vous avez besoin toutes les deux de vous tenir par la main. Vraiment. Mais vraiment. Ouais, puis il faut que j'arrête mon jugement, quoi. Ouais, ça sert à rien. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais, je sentais bien que... C'est pour ça que j'ai fait appel avec vous. Je sentais bien que j'étais... Ouais. Bon, merci beaucoup, Sophie. Ouais. Merci beaucoup. Je vais bien penser à vos paroles. Ouais, bon courage, parce que c'est vrai que c'est très dur ce que vous vivez, et en même temps, c'est comme une immense catharsis, quoi, comme un immense, terrible pied de nez de la vie qui vous dit, voilà où t'as regardé, regarde, il y a une fille qui est là et qui t'aime et qui, elle est vivante et qui a essayé de se détruire, mais elle est là. Il y a Cathy de Lyon. Dominique, je comprends votre état, mais votre fille est tout ce qu'il vous reste aujourd'hui. Oui, peut-être que votre fille vous lancez un appel. Rapprochez-vous vite d'elle pour lui donner ce surplus d'amour. Bon courage, je vous embrasse, vous dit Cathy. Et de Lilia dit, prenez votre fille dans vos bras et dites-lui que vous l'aimez, vous avez un beau chemin à faire toutes les deux. Ouais. Oui. Ouais. Merci beaucoup aux auditeurs. Je vous embrasse fort, Dominique. Merci beaucoup, Sophie. Courage à vous. Merci, je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Sophie Peter sur Europe 1, 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Si je te connaissais pas encore, notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pu désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Bruxelles, c'était Bruxelles, boulevard désert. Bonsoir Huguette. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Et je suis heureuse de pouvoir vous parler. Ça fait des semaines que je me dis qu'il faut que je vous appelle. Eh bien, formidable. Vous passez à l'action. Vous passez à l'acte. Voilà. Oui. En fait, je ne sais pas si vous pourrez faire quelque chose pour moi, mais depuis des semaines, je tourne dans ma tête parce que depuis les derniers mois, là, j'ai perdu 3 amis d'un cancer. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais très malheureuse. J'avais peut-être des sanglots en moi, mais je ne pleurais pas. Et j'ai réalisé à ce moment-là que j'ai jamais pleuré. J'ai perdu mon mari, ça fait plus de 20 ans maintenant. Je n'ai pas pleuré. J'ai perdu ma mère il y a 10 ans, ma mère dont je m'occupais beaucoup, qui vivait à côté de moi. Je n'ai pas pleuré. Je me dis que je ne peux pas pleurer et que quelquefois ça me ferait quand même du bien quand... je sais pas, ça me soulagerait sans doute. Oui, et comme vous le dites là, qu'est-ce qui, maintenant que justement ça arrive à votre conscience, qu'est-ce qui vous empêche? Eh bien, je ne sais pas. Et justement, j'ai repensé encore cet après-midi, mais c'était complètement
différent, parce que je suis quand même très entourée. J'ai des enfants, tous les dimanches, je vais manger chez eux, etc. Mais en ce moment, j'ai des problèmes de santé parce que j'attends une intervention, une prothèse de hanche, mais ça peut pas se faire tout de suite. Donc, je marche mal, j'ai des douleurs dans la jambe tout le temps. Et cet après-midi, en marchant avec eux, je pouvais pas marcher à leur rythme. Et, personne ne s'est soucié que moi je restais derrière. Et ça m'a fait de la peine. Bon, j'ai évidemment rien dit, mais je me disais, si j'avais pu pleurer un bon coup en rentrant chez moi, peut-être que ça m'aurait soulagée, et puis j'aurais pas ça qui me tournerait dans la tête. Ouais, finalement, mais je ne sais pas pleurer. Finalement, pleurer, c'est comme s'apitoyer. Vous savez pas dire à vos enfants que ils vont trop vite, que vous souffrez et que vous êtes un peu triste de rester derrière. De la même façon que vous avez du mal à vous apitoyer sur votre sort, comme si vous craigniez que vous allez ouvrir la porte à quelque chose d'ingérable, quoi. Vous allez être submergé. Peut-être. Ça va être le tsunami, quoi, si vous vous mettez à pleurer. C'est ça que vous craignez ? Je ne sais pas, mais je me dis surtout comme si ça allait vous que affaiblir. je n'ai pas de larmes. Alors, c'est vrai que quand j'ai appris la mort d'une amie très très chère, puisque vous voyez, j'ai 82 ans et on était ensemble en classe en 4e, donc c'est vous dire le temps qu'on a passé ensemble, j'ai eu un espèce de sanglot, mais ça va pas plus loin, quoi. On peut être très très triste, Huguette, sans pleurer. Oui. On est tous très différents et vous, je sais pas, vous m'avez l'air de ressentir une immense tristesse. En fait, oui. Pourquoi vous vous dites ça me ferait du bien si je pleurais parce que vous dites mais je suis pas très normale, les autres gens ils pleurent et moi je devrais pleurer. Qu'est-ce que vous me dites? J'étais pas normale. Non, je me dis j'ai pas de larmes, je peux pas laisser couler des larmes. Et je trouve ça quand même pas très normal et puis. Oui, c'est bien ce que je disais. Puis je me dis. Oui. Ça serait un soulagement, parce qu'il y aurait peut-être des choses qui partiraient avec, alors que là, je garde tout, quoi. Oui, vous aimeriez... Mais vous avez, par exemple, vous avez aucun souvenir d'avoir déjà pleuré dans votre vie ou quels sont les souvenirs que vous avez d'avoir pleuré? Si on vous fait mal, par exemple, si vous avez mal, si vous vous blessez, je ne parle pas de pleurer de tristesse, mais de douleur. Ça vous est arrivé? On pleure quand on se fait mal? Non, je pleure pas. Non, d'accord. J'ai pas souvenir de pleurer, et non. Et dans votre passé, vous n'avez aucune histoire ou élément qui vous revient ou vous avez pleuré? Non. Et même, vous voyez, maintenant que vous m'en parlez, je me souviens, j'avais peut-être 15 ans, et on était trois amis, très amis. Et un jour, j'ai eu l'impression que, pas qu'elle me rejetait, mais que elles étaient plus indifférentes. Et j'ai eu une espèce d'énorme jalousie. J'étais très malheureuse, mais justement, je n'ai pas pleuré. Oh, mais ça pouvait être de la colère. Ça pouvait être de la colère. Peut-être. Voyez. Oui. La colère, ça bloque. On va continuer à parler de vos larmes, qui n'en sont pas. Sinon, là, ça va être très frustrant. J'ai peur de vous faire pleurer si je vous lâche maintenant. Non, je plaisante, Huguette. On se retrouve juste après les informations. On se retrouve juste après le journal. Les minuit, vous écoutez Europe 1 et tout de suite, on retrouve Marjorie Ruhlmann pour le journal. Bonsoir Marjorie. Bonsoir Sophie, bonsoir à tous. Minuit 6, vous écoutez Europe 1, nous sommes ensemble encore pendant 1 heure de direct, d'échange, de partage, car parler de nos soucis permet de nous rendre la vie un peu plus légère. L'antenne est à vous. Il vous suffit de composer le 39 21 pour partager avec nous vos préoccupations, des événements de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous et avec les auditeurs par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit ou nous adresser un mail sur le site d'Europe 1. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez dialoguer avec un ou une auditrice dont vous partagez les émotions auxquelles vous avez envie d'apporter votre conseil. La nuit se poursuit avec au standard Quentin et Sonia et Andreas à la réalisation. Sophie Peters sur Europe 1. Bonsoir Huguette, vous êtes là? Oui. Oui. Alors on parlait de vous et de vos larmes qui ne coulent pas, voilà. juste avant le journal et vous disiez... Mais c'est vrai que je m'en étais
Oui. J'avais jamais réalisé avant cet été, là où j'ai eu ces 3 décès coup sur coup, donc une amie qui habitait la même résidence que moi, que j'ai accompagnée vraiment jusqu'au bout. Et j'avais jamais réalisé que je ne pleurais pas. Oui, et là, depuis ce moment-là, ça me trotte dans la tête. Oui, qu'une fois qu'on réalise... Il y a Laurence qui demande, est-ce que vous pleurez autrement, différemment devant un film, par exemple ? Devant un film, par exemple. Un film triste ? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Non, ça peut me bouleverser. Oui. Mais non, mais j'ai pas de larmes. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui pleurent au cinéma. Non, moi jamais. Oui. Comme dit Aliso, le blocage des larmes, c'est un mécanisme de défense. C'est du contrôle en fait. Et c'est ce que je vous disais un peu juste avant les informations, Huguette. C'est sans doute que vous craignez ou vous avez une représentation de vous. Et si je pleure. Alors maintenant, ce qui est nouveau et ce qui apparaît chez vous, c'est et si je pleure, peut-être que ça me ferait du bien. Donc je pense que ça c'est assez nouveau. Oui, exactement. Et sans doute que ça peut faire son chemin, puisque vous entrevoyez que ça pourrait vous faire du bien. C'est déjà que vous êtes dans une forme d'autorisation avec vous-même. Comme dit un auditeur, peut-être que vous n'avez pas été autorisée à pleurer lorsque vous étiez petite fille. Moi, j'ai perdu mon grand-père à 17 ans et du coup, j'ai jamais trop pleuré depuis lors. Alors, je pleure difficilement sous forme de petites larmes très discrètes. Non, quand j'étais petite, non, pas. Vous voyez, j'ai pas de souvenirs. J'avais des parents très affectueux. Oui. On était 4 enfants, on s'entendait bien. J'ai vraiment eu une vie heureuse. Depuis que je suis enfant, j'ai pas. Bon, il y a des choses qui étaient plus ou moins difficiles avec un de mes petits-fils qui était un enfant précoce, avec tous les problèmes que ça pose dans la famille. Et son père, sa mère, elle voulait pas voir qu'il était précoce au départ. Et parce qu'elle savait que ça allait poser des tas de problèmes. Et son père a toujours estimé qu'il savait ce qu'il fallait faire avec lui. Et moi, au fond de moi, j'étais pas d'accord. Alors, c'est vrai que je l'ai beaucoup entouré, beaucoup aimé, et puis toujours maintenant, même il a 24 ans, mais bon. Et j'ai vraiment eu des moments difficiles dans la façon dont on s'occupait de lui, dont on l'entourait, donc ses frères et sœurs au départ lui en voulaient beaucoup de ce qu'il faisait parce qu'il se heurtait à eux, il les provoquait. Mais il a été hospitalisé parce que il faisait des crises. Enfin, et là, moi, j'ai vraiment été malheureuse, mais c'est pas pour ça que je pleurais. Oui. Alors, question, j'allais dire un peu toute bête, mais là pour le coup très physique, parce que nous sommes aussi des corps. Il n'y a pas une histoire de canal lacrymal chez vous qui serait bouché. Non, je crois pas, non. Oui. Quand vous dites je ne crois pas, non, un ophtalmo. Écoutez, je suis suivie régulièrement par une ophtalmo. J'y vais tous les ans parce que je commence à avoir un peu des problèmes de... Comment ça s'appelle Puis je perds la mémoire en ce moment. De rétine. De rétine. Oui. D'accord. Donc je suis suivie et non, ça... Oui. En même temps, ce qu'on entend chez vous, c'est que vous commencez justement à vous dire que ça vous ferait du bien, et très certainement, c'est déjà quelque chose chez vous qui est en chemin. En même temps, vous en avez. Vous voyez, d'un autre côté, vous dites, j'en ai jamais ressenti le besoin, et c'est très récemment, c'est depuis le décès de vos amis que tout d'un coup vous dites, ça devient un besoin. Donc la question se pose chez vous. Oui, je me suis posé la question. Voilà. Oui. Et surtout, ce qui m'a choquée, du coup, c'est que je n'ai pas pleuré à la mort de ma mère et j'ai pas pleuré à la mort de mon mari. Tous mes enfants et mes gendres étaient là et ils étaient tous en sanglots et moi pas. Et c'est là, et c'est maintenant que je réalise l'attitude que j'avais. Oui. Qui à l'époque vous avait pas particulièrement frappé en fait. Non. Donc c'était pas chez vous ni un besoin, ni un problème, ni un sujet. Non, c'était pas un problème. Ça le devient parce que tout d'un coup vous venez de l'identifier.
Oui. Et bon, là, mais vous dites, que j'essaye de me laisser un peu plus aller. Oui, parce que c'est vraiment un mécanisme de défense et de contrôle. Et maintenant que vous avez entrevu le fait de vous dire, je pense que ça me ferait du bien. Alors, c'est Laurence qui dit peut-être avec une jolie musique ou certaines conditions. Mais en même temps, vous n'allez pas vous forcer. Non. Il faut plutôt être dans cette idée que vous êtes en train qui naît en vous, de ça me ferait du bien et de laisser advenir sans rien contrôler justement. Oui, parce que c'est du non-contrôle. Mais de toute façon, là, je pense que ça va me libérer un peu d'en avoir parlé avec vous. Oui. Parce que je peux en parler avec personne autour de moi. Pourquoi? Parce avec que vos enfants, à mes enfants, ils Pourquoi? ont suffisamment de problèmes comme ça. Et alors? Ils seraient pas... on peut avoir des problèmes dans la vie, mais dialoguer chacun sur ce qu'on vit. Oui, peut-être. Vous voyez, vous dites, j'ai marché aujourd'hui avec eux, puis j'ai pas osé dire que j'avais mal, et finalement j'étais un peu triste parce qu'ils sont pas inquiétés de moi, même parce qu'ils ont pas su que vous aviez mal, tout simplement. Parce que vous leur avez pas dit. Je suis peut-être trop exigeante aussi. Ah, envers vous, sûrement, oui. Envers vous, ça c'est sûr, Huguette, oui. Oui, très exigeante envers vous et très sous contrôle. Je suis l'aînée des 4 enfants qu'on était, et que... Bon, j'ai perdu un frère qui avait 40 ans et bon, donc on n'a pas beaucoup vécu ensemble parce qu'il était professionnellement, il était au Brésil. Mais mon autre frère et ma sœur, on habite la même ville, enfin on est proches l'un de l'autre, les uns des autres, mais tout le monde s'est toujours reporté sur moi, reposé sur moi. Oui, c'est ça, vous êtes la femme forte en fait. Et une femme forte, ça pleure pas. Ben voilà, peut-être que inconsciemment, voilà. Mais oui. Mais là, comme vous dites, le fait de vous en avoir parlé, puis oui, peut-être que... Oui, et puis peut-être aussi d'accepter d'être un peu en fragilité. Oui, peut-être. Oui. D'avoir mal, d'avoir la perspective d'une opération qui vous stresse, d'avoir besoin qu'on prenne soin de vous, et pourquoi pas en parler effectivement à vos enfants. Oui. Oui. Mais c'est vrai que je m'étais cassé la jambe il y a déjà quelques années, et j'ai eu beaucoup de mal à dépendre des autres, et à être immobilisée, etc. Et je me suis dit, mais c'est de l'orgueil, quoi. De l'orgueil ou du contrôle, de dire toujours cette image que vous avez de vous, de la femme forte qui ne pleure pas, qui ne se plaint pas, qui tient bon dans la tempête. Or, ça fera pas de vous quelqu'un de plus... Oui, c'est exactement ça. Vous voyez, ça fera pas quelqu'un de vous de moins bien, ça fera juste une Huguette très humaine. Juste très humaine. Oui. Peut-être Brigitte, elle dit mais avez-vous vraiment besoin de pleurer car vous parlez d'un besoin de soulagement? N'avez-vous pas plutôt besoin de vous épancher librement, qu'on entende votre tristesse? Oui, sans doute. Oui, c'est peut-être vrai, c'est plus ça. Oui, c'est ce que vous dites d'ailleurs, quand vous dites ça m'a fait du bien finalement d'en parler, je sens. Oui. Et c'est juste ce que dit Brigitte, oui, qu'on entende votre tristesse. Et un autre auditeur qui dit l'absence de pleurs, c'est souvent lié à une forme de devoir et de fatalisme. Fatalisme, je pense pas, mais devoir, oui. Devoir, oui, ça vous parle. Oui, ça me parle, oui. Alors un auditeur demande, est-ce que vous pleurez en épluchant des oignons? Pas vraiment, non. Ah tiens. Un peu quand même, hein. Mais, mais j'essaye de les éplucher sous l'eau pour que ça... Ah, sous l'eau. Vous avez un truc pour ne pas pleurer, donc. Vous avez trouvé le truc. Huguette, je vous souhaite de vous apaiser, de lâcher un peu et de vous autoriser à parler de ce qui vous rend triste et de ce qui vous est difficile. Et également avec vos enfants. Je me disais, ça ne sert à rien que j'appelle Sophie. Parce que ça sert. Rien pour moi, mais d'en avoir parlé avec vous. Oui. C'est bien. Ouais. Et si Dominique est toujours au téléphone, ça m'a fait beaucoup de peine de l'entendre et je pense beaucoup à elle. Ah écoutez, je vous remercie Huguette. Et effectivement, parce que je vois pour elle, c'est dur. C'est dur. Oui. Et il y a Katou qui a envoyé tendresse aussi pour Dominique. Et elle va sauver sa fille, elle l'aime, dit Katou. Oui, on le pense fortement et on la soutient. Merci à vous Huguette d'avoir appelé. Merci beaucoup Sophie. Merci, bonne nuit. Bonne nuit à vous. Au revoir.
You change from winter to the spring while I am sleeping beneath these apple trees of sorrow grown for me. I read the letters in your pocket. They say you're starving now. Apple's The Season sur Europe 1. Sophie Peter sur Europe 1, 39-21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir Candide. Oui, bonsoir Sophie. Bon, j'ai le cœur qui bat la chamade. Hein. Je ne suis jamais passée sur quelque antenne que ce soit. Oui, c'est toujours un peu impressionnant au début. Oui. Oui. Très, très. En même temps, je suis contente. Ça fait très longtemps que je vous écoute. Oui. En l'occurrence, j'avais voulu témoigner en tant que victime de harcèlement scolaire collectif que j'ai vécu pendant 4 années dans les années 80. Oui. Et ce qui m'a amené à vouloir témoigner, c'est parce qu'en début de semaine, j'avais entendu sur l'antenne d'Europe 1 une femme professeure qui a écrit un livre sur le harcèlement. Oui. Suite au harcèlement de son fils. Et moi, évidemment, dès qu'on parle de harcèlement dans les médias, je suis contente parce que on a tellement eu cela à l'époque que je suis contente que maintenant on en parle. Oui. Cela dit, j'ai été très à la fois blessée et un peu en colère sur une chose que cette femme professeure a écrit, que j'ai trouvé très injuste, parce qu'elle avait insisté sur le fait qu'aujourd'hui, ce serait plus difficile, le harcèlement scolaire à vivre, du fait de l'existence des smartphones, de Facebook, qui fait que le harcèlement se poursuit en dehors de l'école. Oui. Et moi, je voulais quand même un peu modérer ce propos parce que, alors certes, aujourd'hui, il y a cela, mais il faut mettre en pendant le fait que dans les années 80, en début, moi c'était au tout début, c'était en 1980 en fait, on n'en parlait pas du tout et c'était le déni total. Oui. Et le déni total, c'est quelque chose de terriblement difficile à vivre et qui ne permet pas de se reconstruire. Parce que, bon, évidemment, comme tous ceux qui ont vécu du harcèlement, enfin beaucoup de gens, je n'ai pas pu en parler autour de moi. Quand j'ai essayé d'en parler, on ne me croyait pas. Oui, c'est vrai. Hein. On ne croyait pas les enfants. C'est vous qui aviez un problème, quoi. Il fallait que vous soyez courageuse et que ça allait passer. C'est ça qu'on a dû vous dire. Exactement. J'ai énormément souffert. Je me couchais tous les soirs. J'avais 11 ans. Je me couchais le soir en priant pour ne jamais me réveiller. J'ouvrais la porte de la maison en ayant les jambes qui flageolaient, en ne sachant pas ce qui allait se passer à l'école. Et je passais toutes les cours dans les toilettes pour éviter qu'on me frappe. Et tout cela, je n'ai pas pu en parler parce qu'on me menaçait. Les élèves ceux qui vous harcelaient vous menaçaient si vous en parliez? Tout à fait. Et vous n'en avez pas parlé même à vos parents, à personne? J'ai essayé, en fait, une stratégie complètement débile, mais c'est la seule que j'ai trouvée quand j'étais enfant. Oui. C'était de leur dire, s'il vous plaît, je vous en prie, changez-moi d'école. Oui. Changez-moi d'école, il faut absolument me changer d'école. J'ai essayé de différentes façons, c'était très difficile. Une fois où j'ai vraiment été plus fortement frappée que d'habitude, j'en ai parlé à ma mère. Elle a essayé d'en parler à un professeur, ils ont vraiment complètement dénié ça. Votre mère, en tout cas, vous a cru, vous a écouté, elle? Oui. Elle m'a écoutée, tout en ne se rendant pas compte, je pense, de la gravité de la chose. Parce que je ne l'avais pas exprimée. Et ça a duré 4 ans, donc ça m'a vraiment beaucoup détruit. J'ai eu des problèmes immenses après parce que j'ai développé une phobie sociale, c'est-à-dire une peur de l'autre, mais très forte. Bien sûr, ouais.
Et quand je suis allée un jour, donc plus tard, donc parce que ça s'est fini, ça a duré de 11 à 14 ans, enfin tout le collège. À tout le collège. Mais je suis allée voir une psychologue et même la psychologue à cette époque-là m'a dit mais qu'est-ce que vous faisiez pour avoir attiré ça? Ah oui, à 11 ans on vous a dit ça? Non, quand je suis allée voir plus tard. Quand je suis allée voir, je devais avoir 17 ans et comme j'avais développé beaucoup de problèmes à cause de ça, que j'ai en quelque sorte, je sais pas comment on peut dire, si j'ai compensé ou je sais pas quoi, mais à force d'avoir des mécanismes de défense, oui, bien sûr. Candide, comme vous êtes agressé, harcelé, vous avez mis en place tout dans votre psychisme plein de sortes de défenses. Oui, et puis aussi des comportements bizarres parce que je me faisais mal moi-même toute seule. Ah oui, oui. Et quand je suis allée en parler, voilà, la première chose qu'on m'a dit, bah oui, il doit y avoir quelque chose en vous qui a déclenché ça, alors qu'on sait aujourd'hui que ça peut être un rien qui a déclenché. Oui, et puis c'est des phénomènes de groupe, c'est terrible de dire ça, ouais. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y en a un qui commence un dominant, et après tout le monde pour ne pas se mettre qui répand un bruit, et après ça marche en tribu. En fait, c'est des histoires de tribu, c'est très archaïque et très émotionnel. Donc oui, non, ce que vous avez fait, malheureusement vous trouvez là. Malheureusement pour vous, vous trouvez dans ce collège-là, à ce moment-là, cet âge-là. Voilà, exactement. et donc du coup, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a un déni terrible. Et par rapport à ce déni, c'est difficile de se construire et de vivre avec ça parce que finalement, moi, de toute ma vie, personne n'en a tenu compte. Quand je m'en suis ouverte plus tard, justement à cet âge-là, vers 18, 19 ans, par exemple à mes parents, et je leur ai vraiment raconté ce qui s'est passé réellement. Mon père m'a dit, il était évidemment outré, il m'a choqué, mais il m'a dit, mais tu sais, tu nous en aurais parlé à cette époque-là, on ne t'aurait pas cru. Ah, il a reconnu ça, votre père. Il a reconnu ce que j'ai trouvé très fort. Oui, c'est très fort, oui. Mais en même temps, ce que je veux dire par rapport à ce que disait cette femme qui a écrit un livre, il faut voir que, parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu ça dans les années 80, ou avant, ça devait être pareil avant et bien avant, eh bien, ok, certes, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas le smartphone, mais nous, on n'a aucune reconnaissance de notre douleur. Et personne ne l'a jamais reconnu. Alors que quelqu'un qui a vécu ça, et s'il a une trace de cela, et les gens reconnaissent qu'il a été victime de cela, c'est pas moins horrible, c'est tout aussi horrible, mais il pourra se reconstruire. Vous avez raison, c'est ce que dit Boris Cyrulnik dans la résilience, que la première étape, c'est la reconnaissance du statut de victime, à condition justement de ne pas rester à vie dans ce statut de victime, qui est après un processus de résilience. Pardon ? Je n'étais pas au courant de ça, qu'il avait écrit ça. Oui, il a dit, en fait, on sait aujourd'hui que pour qu'il y ait résilience et pour qu'une personne s'en sorte, il faut déjà lui reconnaître ce statut-là. Et c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire de ne pas être dans le vide, de reconnaître. Oui. De passer ma vie, parce que j'ai jamais réussi à vraiment le faire reconnaître. Enfin, c'était. Par qui, Candide, quand vous dites ça? Par qui? Vous l'avez fait reconnaître par vos parents après coup, quand même. C'est vrai. Là, ce soir, j'allais dire, je vous entends, mais je pense que d'autres vous ont entendu depuis. Non, vous avez le sentiment de ne pas avoir entendu. À l'époque, oui, vous avez raison. Oui, c'est vrai. Je pense que je reste sur la fin qu'à l'époque, ça n'a pas été reconnu, et surtout sur le fait que aujourd'hui, je souffre d'une insécurité chronique dans le sens où j'ai vraiment. Et je sais que ça vient de là, parce que quand ça dure 4 ans, jour après jour, etc., je pense que c'est un signe vraiment, j'imagine. J'ai un comportement tout à fait normal, j'ai une vie, je suis très sociale et tout. Mais dès que, par exemple, quelqu'un hausse le ton, je tremble de tout mon corps et j'ai une peur, mais atroce. Et vous reliez cet événement à ce qui s'est passé à l'époque. Oui, parce que pour moi, c'est de la violence, et la violence me ramène tout de suite à la violence que j'ai vécue. Candide, vous avez quel âge aujourd'hui? Je vais avoir bientôt 45 ans. Vous avez autre question, mais c'est Andreas qui me la pose en même temps. Votre radio est allumée par hasard parce qu'on entend non, parce qu'on entend un écho. D'accord. J'ai
enlever On m'entend pas bien ? On entend un écho, donc voilà, on dirait c'est très vigilant, on va essayer de régler ça. La question, je vous demandais votre âge parce que Candide, en fait, ce que vous avez vécu entre 11 ans et 14 ans, vous n'aviez effectivement pas les moyens de vous défendre devant quelqu'un, justement, par exemple, qui hausse la voix. Alors qu'aujourd'hui, vous avez 44 ans et vous savez faire la part des choses entre la petite fille qui a vécu dans sa chair, dans son psychisme, ce traumatisme, mais la femme que vous êtes devenue peut aujourd'hui faire la part des choses et comprendre si quelqu'un hausse la voix que ça lui est pas forcément destiné, et quand bien même ça lui serait destiné, ça appartient à la personne qui hausse la voix quand même. Ah oui, c'est vrai. Mais j'arrive à le comprendre. Oui, mais pas le vivre encore. Tremble. Vous avez fait, Candide, soit un peu de sophrologie ou d'hypnose, des choses qui passent par le corps, ou par l'émotion? Oui, un petit peu pour d'autres situations. Oui. Effectivement, pour d'autres choses. Je n'y ai pas recouru pour ça, mais c'est quelque chose qui m'intéresse de manière générale, en fait. Oui, ça peut vous aider. Oui. Pour lâcher quelques, j'allais dire peut-être quelques restes, mais j'ai l'impression que vous avez fait un grand chemin depuis, à vous entendre. Oui, beaucoup, effectivement. Mais bon, ça s'est pas fait, ça s'est fait avec en traversant d'énormes souffrances, parce que bon, j'ai pas eu envie d'entrer dans le détail parce que c'est pas très intéressant. Mais 4 ans, jour après jour, de violence à la fois psychologique, c'est pas, on s'en débarrasse pas comme ça. Oui, et en même temps, vous dites aujourd'hui, je suis quelqu'un d'assez sociable. Vous avez une vie professionnelle, donc des collègues, etc. Donc vous vivez en collectif et vous créez aujourd'hui une expérience heureuse ou tout du moins apaisée par rapport à ce vécu-là. C'est important que ce vécu d'aujourd'hui ou de ces dernières années vous pénètre aussi sûrement que la douleur des 4 ans de votre enfance. Sinon, vous risquez justement de rester... Ça n'enlève... Si vous ne laissez pas effacer, c'est prendre la mesure de quelque chose qui a été vécu dans votre enfance et pour en prendre la pleine... maturité, j'ai envie de dire, par responsabilité, vous n'en êtes pas responsable, mais responsabilité de la souffrance, ça vous aidera à la porter plus, vous voyez, à la traverser, à pas rester dedans. Sinon, elle peut revenir tout le temps, vous embêter, t'as frappé à votre porte, vous dire tu te souviens, t'as vécu ça, alors méfie-toi. Oui, non, ça je suis pas dans une méfiance a priori de l'autre, heureusement aujourd'hui, au contraire, je vais naturellement vers les autres. C'est vraiment mon problème est par rapport à des personnes qui vont hausser le ton ou je sais plus comment le terme, enfin bon, vous interpeller de manière violente. Là, je vais avoir tout mon corps qui va se mettre à trembler et notamment ça a pu poser des problèmes avec notamment un de mes compagnon qui était assez colérique. Il était juste colérique, il n'était pas violent. Mais le fait d'être colérique, c'était insupportable pour moi parce que ça me faisait trembler. Mais bon, cela dit, c'est pas souhaitable non plus d'être avec quelqu'un de colérique. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire, Candide. En plus, j'avais envie de vous dire, vous voyez, après, on se connaît bien aussi dans son histoire. Et votre histoire, qu'est-ce qu'elle vous a dit, qu'elle vous permet de faire des bons choix pour vous? C'est-à-dire qu'effectivement, vous, bon, déjà, comme vous dites, d'une façon générale, la colérique, c'est pas terrible, mais encore moins pour vous. On va dire, c'est encore moins conseillé. Oui, voilà. Non, mais j'arrive à le, je pense que j'ai bien, aujourd'hui, aujourd'hui, je suis toute jeune, j'ai bien surmonté, mais vraiment, je tenais absolument à témoigner de cela parce que je trouvais ça, je comprends très bien cette mère qui a dû être horrifiée en découvrant ce que vivait son fils et c'est bien qu'elle témoigne, c'est bien qu'elle prenne le sujet à bras le corps, mais le fait qu'elle ait dit, elle a dit à l'antenne d'Europe 1 qu'aujourd'hui c'est
pire qu'avant. Évidemment, des personnes comme moi, ça m'a fait bondir tout d'un coup. Oui, je comprends. C'est injuste. Oui, vous avez bien fait. Il y a Claire qui témoigne aussi comme vous. Elle dit, j'ai vécu le harcèlement au collège, j'avais 10 ans et on m'appelait la paysanne, fille de bouseux par des élèves de 6e, 5e, 4e et 3e. J'ai vécu cela jusqu'à la 3e et j'y pense encore, dit Claire. Voilà, oui. Et puis il y a Fan qui dit, oui, c'est vrai qu'il y a une amélioration quand on dit du harcèlement, du fait d'Internet, c'est un autre moyen de harcèlement est aujourd'hui à prendre en compte. Et puis, il y a la possibilité d'en parler, comme par exemple là au téléphone au 3921, c'est un progrès. Et vous avez raison de souligner, Candide, qu'il y a une époque où on n'en parlait pas et où il y a eu des choses terribles vécues par des enfants comme vous. Et que ça pouvait être justement le fait que ce soit tellement qu'on n'en parle pas, rendait la chose très difficile. Bien sûr. Je pense que cette auditrice Claire et d'autres pourraient témoigner que c'est extrêmement douloureux d'être seule face à ça. Et alors, je comprends que ça peut être humiliant de vivre des choses en plus ce soit médiatisées sur Facebook. C'est horrible, c'est affreux. Mais au moins, c'est au vu de tout le monde et donc on peut intervenir. Et vous avez raison, c'est ça que vous voulez dire, Candide. Voilà, c'est-à-dire que si on s'en sort, on peut au moins, c'est reconnu. On a vécu ça et effectivement, on peut intervenir plus vite. Et la maman, elle est intervenue. Mais cette maman qui racontait ça, quand elle dit c'est pire qu'avant, c'est vrai que, vous savez, dans la société d'aujourd'hui, dès qu'on découvre quelque chose, on dit par exemple, il y a plus de violence aujourd'hui ou dans la rue. On sait que quand les rues des villes n'étaient pas éclairées, il y avait des gens qui se faisaient égorger quasiment toutes les nuits dans la rue au 19e ou 18e. Donc, il y a moins de violence aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, qu'il y en avait il y a un siècle ou deux. Mais comme c'est médiatisé qu'on en parle plus, on a ce sentiment de caisse de résonance. Oui, c'est un biais en fait. Oui, c'est donc une caisse de résonance qui donne à penser que parce qu'on en parle beaucoup, alors ça existe plus. Non, juste on en parle. On en parle. Mais encore une fois, c'est bien. Bien sûr, c'est ce que je comprends. Je félicite cette dame d'avoir écrit ce bouquin. C'est pas du tout le... Oui, j'ai bien entendu, Candide. Il n'y a pas de souci. Il y a Brigitte qui dit, vous avez dû vivre un enfer. Au moins, ce soir, on vous entend et on vous croit. Et vous parlez pour tous les autres qui aussi ont souffert de ne pas avoir été entendus. Merci, Brigitte, oui, mais c'était un peu pour ça que je voulais intervenir. Vous avez bien fait. Je suis sûre que, comme Claire et moi, j'ai... d'autres, il me semble avoir entendu aussi une fois justement à la libre antenne une femme qui est intervenue pour parler d'autre chose, mais qui avait mentionné qu'elle avait vécu ça justement dans ces années-là. Et quand ça n'a pas oublié que ça a été vécu. Et voilà. Bien sûr. Vous voyez, il y a un autre SMS qui arrive pour dire la même chose. Nous étions une famille nombreuse et nous avons beaucoup souffert du harcèlement à l'école et les profs ne nous soutenaient pas. Voilà. Donc oui, bien sûr que des histoires. Il y a un autre auditeur qui dit beau témoignage, amitié. Alors, elle vous conseille la méditation, qui peut être une merveilleuse mise à distance, qui permet des relations qui ne seront plus jamais perçues comme violentes. Oui, j'essaie. Alors, je reconnais que je suis très intéressée déjà par tout ce qui est sophrologie et méditation. Mais la méditation, je ne cesse d'essayer, on va dire. Ouais. Je n'y arrive pas. J'ai l'impression que mon cerveau est trop agité et ça devient tellement terrible qu'au bout d'un moment, je lâche. Ah oui, alors il faut vous faire accompagner soit dans des groupes, vous pouvez démarrer, ou avoir une discipline, j'allais dire très light, au démarrage. Il y a moi je recommande, je trouve très bien le livre de Christophe André, Méditer jour après jour, qui est accompagné d'un CD, CD audio. Je ne sais pas si vous avez essayé avec, par 10 minutes, vous l'avez. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand vous essayez avec le CD? Non, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas essayé avec le CD. En réalité, au début, j'ai essayé. Mais c'est... Effectivement, je voulais essayer en fait toute seule et m'affranchir. J'ai essayé ici au départ. Effectivement, quand il y a la voix, c'est plus facile. Oui. Mais je voulais m'affranchir de cela pour être capable justement c'est un entraînement. C'est comme si vous me disiez, je veux absolument apprendre à faire du ski, mais alors j'ai voulu m'affranchir des cours et tout ça parce que moi je veux descendre tout de suite une piste rouge. C'est très difficile la méditation. C'est une vraie discipline et donc ça s'apprend, comme beaucoup de choses, avec un apprentissage
qui va petit à petit. Il y a des grands méditants qui méditent longtemps, mais ça va être 5 minutes, aller tous les 2 jours, tous les jours si on veut, puis 10 minutes, et puis un quart d'heure, et puis pas si forcé, commence à y trouver du plaisir, mais pas lâcher, enfin trouver les bonnes conditions, le bon horaire, la bonne respiration, le bon endroit. Vous voyez, faut que vous trouviez vous le lieu, l'heure, le moment de la journée, tout ça, comme une sorte de protocole à mettre en place. Et ça prend. Donc voilà, c'est sûr que si vous essayez comme ça, vous dites non, mais après je vais me débrouiller seule. Non, parce qu'il y a plein de choses à apprendre dans la posture, dans la respiration, dans la façon de fixer sa pensée. Il faut se dire que, dites-vous que ce sont des oiseaux. Et vous savez, les oiseaux, ça passe vite. Essayez de regarder un vol d'oiseau, vous pouvez pas fixer chaque oiseau. Oui, un vol d'oiseau. Oui. Si vous imaginez que votre psychisme est un grand ciel bleu rempli d'énormes oiseaux qui volent ou de petits oiseaux, voilà. Et chaque pensée devient un oiseau, vous pouvez le laisser voler et passer pour pas les accrocher. C'est plutôt un essaim d'abeilles. Hein, Ouais, un essaim d'abeilles, oui, je trouve ça sympa. C'est une bonne idée, oui. Oui. Il y a la plume qui dit pourquoi ne pas écrire votre souffrance, dit la plume. Ouais. Oui. C'est vrai, je l'ai en partie fait d'ailleurs. En partie, effectivement. C'est vrai. Élaboré, Oui. Oui, et puis pour le mettre à distance. Oui, pour le poser. Juste pour le poser. Merci en tout cas, Candide, de nous avoir appelés. Merci à vous de m'avoir... Oui, prenez bien soin de vous. Et voyez, il y a Valérie qui dit merci pour votre témoignage. On m'a traité de putain pendant 2 ans au collège, je ne comprenais rien et je souffrais en silence. Et cette incompréhension est toujours là, dit Valérie. Oui, c'est de l'incompréhension de l'enfant. Ouais. Et elle peut rester là longtemps. Merci à vous, Candide, pour votre appel. Merci encore Bonne nuit à vous, Sophie, bonne et nuit. aux autres auditeurs. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme frânent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Vous avez reconnu la voix de Carla Bruni. Quelqu'un m'a dit. Pour dialoguer avec Sophie Peters, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 65 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Julie. Oui, bonsoir. Alors moi, je téléphone pour la 2e fois. Oui. J'ai téléphoné la première fois il y a quelques mois pour parler de l'absence de désir que peut avoir mon compagnon en général, mais en particulier vis-à-vis de moi. Et aujourd'hui, le problème persiste, j'ai envie de dire, et j'envisage une rupture, j'envisage de le quitter. Oui. C'est une perspective que j'ai en tête depuis plusieurs mois, qui va, qui vient. C'est quelque chose... De quoi vous avez besoin, Julie, pour être aidée? Qu'est-ce que vous voyez, de quelle façon vous cherchez à être aidée là dans votre questionnement? J'ai besoin de conseils, de savoir si ma façon de voir les choses est bonne. Oui, d'accord, parce que vous avez... Qu'est-ce qui vous fait penser que la façon de voir les choses est pas bonne? Et qu'est-ce que vous pensez? Moi, je suis hésitante. D'accord, alors qu'est-ce qui vous fait hésiter? J'ai peur de faire une erreur. Oui. D'accord, vous le sentez et en même temps vous le sentez pas, quoi. Tout à fait.
D'accord. Alors, si on regarde, alors, vous dites, ce qui motive mon envie de me séparer, c'est que mon ami n'éprouve plus de désir pour moi. Ouais. Vous aviez appelé Caroline, hein, c'est ça? Oui. Il y a quelques mois. Et depuis, avec les conseils de Caroline que vous avez mis en œuvre, vous ne voyez pas de... Caroline, elle m'avait dit que comme mon compagnon est dans qui est dépressif, qui est en train de se soigner, elle m'avait dit d'être patiente et d'attendre que les choses s'améliorent. Oui. Alors effectivement, je vois chez mon compagnon je vois qu'il est un peu mieux, mais c'est une énergie il a un peu plus d'énergie, mais c'est une énergie qui donne surtout à son travail. Oui. Je trouve. Et vous sentez délaissé? Je crois qu'il essaye aussi quand même de faire quelques efforts dans notre vie conjugale, mais je crois qu'il faut que je sois encore plus patiente. Et vraiment, j'y arrive plus. Là, ça fait plusieurs années que ça dure et Question toute bête, Julie, vous l'aimez? Vous l'aimez encore? Vous tenez à lui? Oui, je crois. Oui. Ah, à quoi vous croyez? Qu'est-ce qui vous fait penser que vous l'aimez ou que vous tenez à lui? Quels sont les signes? J'ai des sentiments pour lui et puis la perspective de me séparer de lui, ça me fait beaucoup de peine. Oui, mais quel mot vous metteriez dessus pour me dire que vous tenez à lui? Vous aimez sa présence, vous aimez partager des moments avec lui, vous aimez ne serait-ce que de le voir quand il est là, il est important pour vous? Oui, c'est toutes ces questions-là qui comptent. Oui, il est réconfortant pour moi. Oui. Il me rassure. Oui, donc, et ça, c'est un élément important pour vous. Et vous l'appréciez? Vous appréciez l'homme qu'il est, juste pour ce qu'il est? Il y a quelque chose qui me gêne de plus en plus chez lui. Donc, d'un côté, il vous rassure, mais vous trouvez qu'il a dans sa façon de vivre au quotidien, dans sa façon de voir les choses. Vous partagez pas les mêmes façons de voir les choses, les mêmes envies au quotidien, les mêmes rythmes? Oui, non, on n'a pas les mêmes rythmes. Pour des raisons professionnelles, j'ai pris un logement et on passe plus que nos week-ends ensemble. Oui. Parce que je travaillais loin de mon domicile. Ça me faisait beaucoup de trajets. Du coup, on partage que les week-ends ensemble. Et c'est vrai que sur la scène, j'ai pris l'habitude de faire ma vie, de vivre à mon rythme, plus à mon rythme. D'accord. Et du coup, quand vous vous retrouvez le week-end, tout d'un coup, vous vous rendez compte que ça vient un peu déranger, entre guillemets, le rythme que vous avez la semaine. D'accord. Oui. Et quand vous dites je suis pas très sûre de moi, j'ai envie de prendre cette décision, mais j'hésite, j'ai peur de faire une bêtise, je suis pas très sûre de moi. C'est quoi les éléments qui vous freinent quand vous y pensez? À quoi vous dites non mais je vais faire une bêtise? Je me dis ça fait très longtemps que je suis avec lui. C'est-à-dire combien de temps? Ça fait 8 ans. Oui, et vous avez quel âge, Julie? J'ai 35 ans. Oui. Et vous êtes mariée, vous avez des enfants déjà? Non. Et vous avez ce projet-là ensemble? Non. Et vous auriez envie, vous, d'avoir ce projet-là avec un homme? Je ne sais pas. Vous savez pas. En tout cas, là, avec lui, c'est pas le cas. Donc, vous n'arrivez pas à vous projeter avec lui? Oui. Et moi, j'ai des envies. J'ai des envies de construire des choses, pas forcément une vie de famille, mais au moins avec lui, des projets de vie, enfin
simplement des voyages ou. Oui, mais là, je rejoins ce que vous a dit Caroline. S'il est en dépression et soigné pour dépression, c'est vrai il faut beaucoup de patience. Il faut attendre qu'il aille mieux. Attends, moi, j'arrive. Et c'est pas seulement. Oui, alors vous n'arrivez plus. D'accord, ça j'entends bien. Mais c'est pas ni quelques semaines ni quelques mois. C'est long, quelqu'un qui traverse une dépression. Après. Il y a des mois que. Oui. Je sais pas. Vous voyez, j'ai l'impression que vous dites, je suis pas très sûre de moi dans ma décision, j'ai besoin d'y voir plus clair, et donc vous appelez pour ça. Et quand on regarde un peu ensemble, en fait, vous vous sentez un peu coupable de vous dire, si je le quitte alors qu'il est en pleine dépression et ça fait 8 ans, je vais lui faire du mal et c'est pas très juste. C'est ça que vous vous dites? Il y a de ça? Je sais que je vais lui faire du mal. Oui. Mais faut que je pense aussi à moi, je crois. Oui, oui. Vous êtes triste là, Julie, en parlant. Je sens l'émotion. Oui. Qu'est-ce qui vous rend triste? Dites-moi. Je sais pas le dire clairement. Vous osez pas le dire? Vous n'arrivez pas à le dire ou vous n'osez pas le dire? Je sais pas. Je sais pas. Effectivement, l'idée de lui faire du mal me fait beaucoup de peine. Oui. Parce que je sais que c'est pas ce qu'il veut, mais lui-même, il me dit clairement, quand on en parle, que si je le rends, s'il me rend trop triste, vaut mieux en rester là, mais au fond de nous, je crois que c'est ni l'un ni l'autre n'a envie de ça. Oui, c'est que vous êtes tous les deux. Oui, alors là, vous voyez, vous touchez quelque chose d'important. Julie, ni l'un ni l'autre n'a envie de ça, mais on ne sait plus faire ensemble. Vous êtes triste pour lui, il est triste pour vous. Lui se sent sûrement très, très mal d'être dans cet état-là et de ne pas pouvoir vous offrir ce qu'il aimerait peut-être vous offrir, mais juste il ne peut pas parce qu'en ce moment il ne va pas bien. Et vous sentez pas bien de vous dire mais j'arrive pas à prendre patience et à attendre et à accepter son état, donc je me sens un peu en échec. Chacun se sent un peu en échec dans votre histoire. C'est douloureux ça, quand on est ensemble. Je crois qu'il y a de ça, oui, et je crois aussi que la perspective de me retrouver seule me fait terriblement peur. Oui. Est-ce qu'il y a une urgence? Oui. J'ai déjà vécu seule. Mais justement, c'était pour moi pas toujours des périodes très faciles. Oui, ça c'est important que vous connaissiez bien là-dessus. J'avais tendance à un peu, j'allais dire, à me désocialiser, ça. Oui. À me dire gros mot, mais. Oui, je comprends. Oui, à vous isoler, à vous renfermer. Oui. Qu'est-ce qui rend? Est-ce que c'est urgent cette décision, Julie? Vous trouvez ça urgent comme décision? C'est important de la prendre là ou? J'ai vraiment envie d'avoir des rapports intimes. D'accord, c'est ça. Oui, je comprends. Oui. Je sens que ça me. Oui. C'est très présent. J'y pense souvent. Ouais. Et effectivement, c'est quelque chose aussi que je pourrais avoir. Mais l'idée de le faire. De le tromper, oui. Oui. Ça vous insu, ça vous plaît pas. Oui, ça vous plaît pas. Oui, je comprends. Oui, ce sont vos valeurs et c'est important, Julie, que vous les respectiez. Il y a un auditeur qui dit, si votre compagnon est soigné pour dépression, il est fort à parier que bien sûr ça altère sa libido. Il existe des médicaments. Alors je nommerai pas parce que là l'auditeur nomme le médicament. Moi je peux pas à l'antenne, mais effectivement il y a des médicaments pour les hommes pour ça. Oui, après je crois qu'il fait confiance à son médecin aussi et il semble pas que ce soit quelque chose d'abordé avec son médecin. Oui, et pourquoi il l'aborderait pas avec son médecin? Ça vous ennuie de lui en parler? Ah, c'est pas sa libido qui est pas abordée avec son médecin, c'est la prise de ce traitement. Moi j'en ai déjà parlé, oui. J'ai déjà tout proposé. Ouais, d'accord. J'ai envie de dire. Oui. Et comment il a accueilli ça de votre part? Il est plutôt réfractaire. Parce que Parce que
C'est quoi, ça l'angoisse? Je crois qu'il a envie que ça soit... naturel, comme... Oui, je crois qu'il a envie d'avoir envie, quoi. Oui, mais pour l'instant, voilà, ça lui redonnera peut-être envie d'avoir envie. Vous voyez, si mécaniquement, techniquement, ça repart, ça va peut-être l'aider. Moi, je suis convaincue, mais oui, ça, c'est quelque chose, c'est un discours qui... Oui, ça le gêne, en tant qu'homme, d'avoir recours à quelque chose, à un médicament, ou pour lui, c'est dégradant, très certainement. Je sais pas si c'est de la gêne, s'il se sent dégradé, je sais pas exactement s'il joue chez lui, mais en tout cas, il n'y est pas favorable. Oui. Et il y a un auditeur qui demande, avant sa dépression, vous étiez en lien et en harmonie, est-ce qu'il y a quelque chose à retrouver? Oui. C'est vrai que sur cet aspect-là, ça a toujours été un peu compliqué, mais il y avait quand même une vie intime. Mais c'est important, Julie, vous dites sur cet aspect-là, donc depuis 8 ans, ça a toujours été compliqué avec lui. Depuis 8 ans, ça fait 5 à 6 ans qu'on n'a plus une vie intime. Oui, Julie, vous êtes toute jeune en plus. Est-ce qu'il serait possible de rester avec cet homme dans une forte amitié que vous avez? Il y a beaucoup d'attachement, je sens qu'il y a beaucoup d'attachement. Et que vous puissiez voguer vers un autre horizon dans votre vie de femme. Parce que si ça n'a jamais été complètement ça pour vous, même en n'étant plus dépressif, j'ai le sentiment en vous écoutant que ce ne sera pas ça non plus demain. Et vous, c'est un sujet très important pour vous. Et c'est OK que ce le soit. Donc, mais il faut que vous soyez, comme vous dites, il faut que je m'écoute. Il faut aussi, parce que c'est vous qui allez finir par être dépressif, Julie, si ça continue. À ne pas écouter votre besoin. Donc peut-être qu'il y a un mi-chemin à trouver, parce que je sens que vous avez essayé beaucoup de choses, la patience, lui en parler ensemble, voilà, il y a beaucoup de chemins que vous avez tracés. Là, maintenant, vous vous appuyez sur pause et vous voyez comment transformer cette relation avec lui, parce qu'il y a de l'attachement, et vous, vous occupez de votre vie de femme. On va devoir... J'ai tout à fait conscience de ça. On doit se quitter, Julie. Je suis désolée, c'est la fin de l'émission. Moi, je vous souhaite... vous me dites, j'ai conscience de ça. Je vous souhaite d'avancer. C'est terrible ce gong, mais il est 1h, du matin. Et vous écoutez, bien entendu, Europe 1. Moi, je vous souhaite une très belle semaine, une très douce nuit. On se retrouve vendredi prochain, 23h. Et je vous laisse en compagnie de Sophie Larmoyer pour les carnets du monde.